Bonsoir à tous et bienvenue dans The Muse Podcast pour finir votre semaine en beauté. Cette semaine, comme vous voyez, on est dans un décor un peu particulier et on a carrément un public pour la première fois. Est-ce que vous pouvez faire un peu de bruit, s'il vous plaît? Ah, j'ai toujours voulu faire ça. Premier podcast en live. J'espère pas le dernier. Toujours avec Maëlys, comment tu vas? Ça va, je suis super contente de passer ma Saint-Valentin avec vous. Ah, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Et donc cette semaine, comme invité, on a la directrice artistique et créatrice de Z, Zera. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et vous? Moi, ça va très très bien, franchement. Très très bonne Saint-Valentin là. Donc on va pouvoir parler de plein de choses ici pendant 1 heure. On va pouvoir parler un peu de comment tes premiers rapports à la mode et puis ce que toi tu fais et en tant que créatrice, directrice artistique. Et on va te laisser te présenter un peu tout à l'heure, mais on a toujours l'habitude de commencer par un petit jeu. Et comme cette fois, on a la chance d'avoir un public, on va pouvoir vous faire participer un petit peu. Donc, c'est très sympa. Si tu veux expliquer le jeu? C'est super facile, hein. Il y a juste besoin de répondre à des questions. C'est un petit quiz culture générale, mais comme ici le thème c'est la mode, le thème du quiz c'est la mode. Maintenant, on s'est dit que pour faire participer le public, c'était intéressant de faire donc toi contre le public. T'as la pression? Ouais. Ils sont nombreux. Hein. Mais donc, si vous avez la réponse, en vrai, c'est des questions très très basiques. C'est plus pour gaulerie un peu, pour chauffer un peu les gens. Mais si vous avez la réponse, vous levez la main ou alors vous criez ou vous sautez. Ouais, ils font quoi? Ils lèvent la main? Mais en fait, je me dis, parce qu'ils sont beaucoup. On va peut-être d'abord laisser la chance à Zera de répondre. Et si toi, tu sais pas répondre, c'est le public qui répond. Ok. On va faire comme ça, parce que sinon, d'office, ils vont répondre avant. Mais du coup, elle a une pression supplémentaire. Parce que s'ils répondent tous en même temps, il peut dire « Ouais, mais ils sont nombreux, ils répondent plus vite. » Enfin, vrai. Comme tu préfères. Toi, tu ferais plus en comment? On peut faire comme tu as dit, en fait. Ça me va. Ouais, donc d'abord, toi, tu réponds. Et puis, si ça se trouve, je vais pas pouvoir répondre. Hein. Peut-être. En vrai, j'ai fait des difficultés différentes. Il y a pour tous les coups. Moi, elle me l'a fait tout à l'heure. Et je crois que j'ai fait... T'as fait 2 sur 5. Ouais, c'est pas terrible. Dans ma tête, c'était mieux que ça. Mais bon, c'est pas mal déjà. 2 sur 5. Surtout, moi, je suis pas trop un mec de la mode de base. Mais c'est pour ça que j'ai plein de choses à découvrir. Mais du coup, vas-y, je t'écoute. Du coup, la première question. Comment s'appelle le petit morceau en plastique au bout des lacets? Ah ouais. J'en sais rien. Oh, il l'a. On t'écoute? Oui. Voilà, il est chaud. Ça. On peut l'applaudir. J'avoue que j'ai appris ça grâce à Phineas et Ferb. Ensuite, deuxième question. Qui est l'éditrice en chef de la branche américaine de Vogue? Elle est tellement technique. Non, en vrai, pense au petit carré Met Gala. Ah, il y a le public qui non, l'a. Moi, je connais pas. Voilà. Wow. Qui? Cet applaudissement. Anna Wintour. Ah ouais. Moi, je connais pas du tout. Hein. Ah ouais. Moi, je vous avais dit, je connais pas trop de trucs. Hein. C'est pas grave. En vrai. Franchement. Alors, quelle marque anversoise a sorti une collaboration avec le club de foot d'Anderlecht? Celle-là, elle est vraiment une marque anversoise. Je connais juste une marque anversoise. Je sais pas si c'est celle-là, en tout cas. C'est Arte? Oui, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, comme l'a fait. J'ai dit, je connais qu'une marque anversoise, j'ai Arte, donc voilà. Non, en vrai, c'est pour ça. De base, il y a quelqu'un qui l'avait? Elle n'était pas très dure, celle-là. Hein. Alors, quelle ville accueille la Fashion Week haute couture? Paris. Voilà. Tu vois que tu connais, tu as des réponses. Je vais faire 2 sur 5 comme toi. Moi, j'avais eu laquelle, moi? T'avais eu ça? J'avais eu Arte et Paris, ouais. Comme moi. Comme quoi. Bon, la dernière, c'est un peu plus technique, mais vraiment en termes de technique de création. Quelle méthode permet d'imprimer un t-shirt à l'aide d'un écran de soie ou de polyester? Ah ouais, il y a quelqu'un qui l'a dit. Je l'ai entendu dans le public. C'est qui l'a dit? Oui? La sérigraphie. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, c'est le public qui a gagné. Bon, pour le coup, l'excuse fonctionne, ils étaient plus nombreux. Ouais, donc, c'est vraiment pour ça. Ça marche bien. Mais toi, du coup, t'as commencé la mode par le tricot, c'est ça? Quand tu avais 6 ans, le tricot et 6-7 ans? Ouais, en fait, quand j'étais petite,
J'ai toujours eu un entourage, donc ma mère, ma grand-mère, tout ça, qui faisait du tricot, de la dentelle au crochet. Et j'étais vraiment curieuse et j'aimais vraiment apprendre, déjà à cet âge-là, donc à 7 ans, 8 ans, je voulais reproduire ce que ma mère faisait. Donc je tricotais déjà, je faisais déjà de la dentelle et aussi des bijoux à l'aiguille et avec des perles. Enfin, des petits trucs comme ça, quoi, quand j'étais enfant. Et par après, à l'adolescence, je commençais à customiser des vêtements. C'est-à-dire que j'ajoutais des éléments ou j'enlevais des éléments parce que c'était pas comme je voulais ou j'avais une idée en tête et je retrouvais pas ça en magasin, donc je le faisais moi-même. En gros, j'ai toujours été dedans, mais sans forcément me dire que plus tard j'allais faire ça, quoi. C'était juste par kiff, quoi. Et donc, quand tu as commencé, quand tu étais toute petite, est-ce que tu considères ça comme ton premier rapport à la mode? Parce que à 6-7 ans, quand on fait de la broderie ou tout ça, c'est peut-être plus pour travailler la créativité, plus que pour vraiment s'habiller bien. Je sais pas si c'est très important de s'habiller bien quand on a 6-7 ans. Non, mais là, c'était plus... les tricots, c'est juste comme ça par curiosité, tu vois. Tout ce qui est tricot de dentelle, c'était par curiosité pour passer le temps. Mais à l'adolescence, je crois que c'est à ce moment-là que je peux dire que c'était mon premier lien à la mode. Parce que je voulais me démarquer aussi quand je m'habillais. Donc il y avait cette volonté de se différencier des autres. Et du coup, je customisais des vêtements que j'avais déjà. Donc ouais, je crois que c'est à ce moment-là que ça a commencé plutôt le rapport à la mode, tu vois. La première fois. Ok. C'est super important parce que moi, je te rejoins sur le fait de des fois, tu as un vêtement en tête et tu le cherches partout, tu le trouves pas. Sauf que toi, vraiment, tu as passé le pas, tu as décidé de créer toi-même. Je trouve ça vraiment super fantastique. Mais c'est parce que tu avais déjà un pied dedans, du coup, quand tu as commencé, tu disais que tu voulais recopier ta maman, donc ta maman avait était déjà dans la mode? Non. Enfin, si on peut considérer ça comme être dans la mode, oui, mais elle tricotait des écharpes, des petits pulls, des trucs comme ça, comme un peu tous les moments. Je sais pas, c'était juste naturel chez moi. Je me disais pas que... En fait, je liais pas ça directement au mode de la mode. Je sais pas comment expliquer ça. C'est juste, bah, elle tricote, je tricote. Elle fait de la dentelle, j'ai appris à faire de la dentelle. J'ai appris à faire des bijoux avec des perles. Et voilà, tu vois, par après, j'étais pas vraiment intéressée par la mode, le monde de la mode, tu vois. Et ça s'est fait quand alors le déclic? À partir de quel... C'est dans ton adolescence alors que tu as commencé à vraiment faire ça pour la mode? Ouais. Et à quel moment tu t'es dit... Pas vraiment. En fait, c'est bizarre parce que c'est pas vraiment pour la mode, mais pour moi-même. C'est parce que moi, j'avais besoin de m'exprimer à travers mon style vestimentaire. Oui, mais après, la mode, je pense qu'on l'utilise plus comme terme, vraiment genre pour le vêtement, etc. C'est vrai que je suppose que quand tu décides de te démarquer, ben, c'est pas que tu choisis d'être à la mode, littéralement. C'est justement, tu veux avoir ta propre patte. Oui, c'est ça. Ben, on pourra y revenir parce que je trouve ça intéressant justement de se demander... j'ai l'impression que être à la mode, c'est très subjectif. Et en même temps, tout le monde a un peu son a priori sur qu'est-ce qui est à la mode et qu'est-ce qui n'est pas à la mode. Donc, tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu vas dire, ah, lui, il est à la mode ou il n'est pas à la mode, alors qu'au final, c'est... C'est quoi être à la mode? Ouais, c'est ça, c'est assez subjectif. C'est un peu difficile de savoir ça. Et donc maintenant, toi, tu es directrice artistique aussi, en plus d'être styliste. En fait, tu as plein de casquettes. Est-ce que tu peux J'aime pas le mot styliste. Non? Non. Pourquoi? Parce que styliste, aujourd'hui, la définition, je trouve qu'elle a changé. C'est devenu des personnes, mais c'est OK, des personnes qui habillent d'autres personnes. Pour moi, je ne suis pas styliste, je suis créatrice. Je crée les pièces. Je n'habille pas forcément des personnes en prenant des vêtements qui existent déjà chez des autres. Enfin, comme on peut faire, tu vois, habiller les artistes et tout ça. Tu vois. OK. Donc, c'est pour ça que ce mot-là, je me l'approprie pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une distinction qui se fait de plus en plus entre créateur et styliste. Comme par exemple, celui qui habille Zendaya, Law Roach, c'est plus un styliste, alors que Tom Ford, on va dire, c'est un créateur. Ouais. Mais, et toi, du coup, parce que tu parles que tu as fait ça pendant toute ton adolescence, etc., est-ce que quand tu étais ado et que tu faisais ça, tu t'es vraiment dit, maintenant je veux faire ça pour de vrai, genre c'est ça que je veux faire de ma vie? Non. Donc c'est pas ce que je me disais, non. Ouais. C'était vraiment pour moi-même, tu vois, c'est vraiment par souci de se différencier, de s'habiller différemment, de s'exprimer au niveau des vêtements, de mon style, tu vois. C'était pas forcément parce que je voulais faire ça plus tard. Et c'est venu quand, du coup? Ça, c'est venu...
c'est venu plus quand j'ai fini mes études, je pense. Mhm. Quand j'ai fini mes études ou avant, non, oui, c'était après. Parce que j'ai commencé une formation de stylisme modélisme du coup. Et à ce moment-là, j'ai fait 1 an et demi, j'ai pas terminé, c'est sur 3 ans. C'est là que je me suis vraiment intéressée en fait. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis intéressée. Puis j'ai pas fini, mais j'ai commencé à travailler. Donc tout on va dire, s'est mis en pause. Et c'est une fois, enfin après peut-être on reviendra sur le sujet, mais ça après j'ai commencé à travailler. Puis après j'ai eu un burn-out. Et c'est là que j'ai repris tout ce qui est artistique. Ok. Tu t'es dit, bon, en fait, c'est ça qui me rend heureuse, quoi. Ouais. C'est trop bien. En plus, tu n'avais pas perdu ce que tu avais fait avant. Ouais, voilà. Ok. Mais justement, par rapport à ça, toi, j'avais été regarder ton profil au début quand on s'était rencontrés, c'était pour le défilé. Mhm. Et j'avais vu que justement, tu avais extrêmement documenté comment dire, euh, la façon dont tu as évolué après ce burn-out. Mhm. C'est-à-dire qu'on pouvait voir que tu avais plusieurs phases et tu as vraiment utilisé la mode pour traverser cette période. La mode et la direction artistique. La mode et la direction Ouais. artistique, ok. Et comment ça t'est venu, en fait, d'utiliser ça pour te sortir? D'utiliser l'art, tu veux dire? D'utiliser l'art, ouais, c'est ça, pardon. Je sais pas par où commencer pour répondre à la question. Mais en fait, quand j'ai eu un burn-out, je me rappelle, les premières pensées que j'avais, c'était il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Et je sais que c'est dans l'art, mais je ne sais pas encore ce que je veux faire exactement. Mais je me mettais des pressions parce que, au lieu de me reposer, parce que quand tu as un burn-out, il faut que tu te reposes psychologiquement, il faut que tu prennes du temps pour toi et tout ça. Mais là, moi, au lieu de me reposer, je suis en train déjà de chercher ce que je voulais faire dans l'art pour pouvoir faire quelque chose de bien dans ma vie et que je sois épanouie. Et c'est là que ça a commencé la direction artistique. En fait, j'ai commencé à demander autour de moi, à me renseigner par rapport à mes amis, aux personnes qui me connaissent bien, en leur demandant dans quoi vous me voyez le mieux, parce que je sais que je suis une artiste polyvalente, je sais faire beaucoup de choses, mais il faut que je me dirige dans une direction. Euh, dans quoi vous me voyez, qu'est-ce que vous pensez que je pourrais faire, et en écoutant un peu ce qui est revenu, souvent c'était que j'avais déjà une autorité et une vue d'ensemble, le souci du détail, toutes ces qualités-là qui font que je pouvais peut-être fit dans la direction artistique. Et en fait, comme je suis entourée de beaucoup d'artistes et j'ai beaucoup d'amis et d'entourage artistes, je me suis retrouvée sur des tournages de clips, de shooting, photos, là où j'ai expérimenté vraiment sur le terrain directement. Et au fur et à mesure, en fait, en expérimentant sur le terrain, j'ai développé ce côté direction artistique. Et Ok. après, en fait, le projet que j'ai fait là où je reprends vraiment l'explication de mon état psychologique, enfin, c'est de ça que je Ouais, parlais, je pense. c'est ça que je parlais. Euh, Tu l'as fait a posteriori? ça c'est mieux après, ça, Ok. tu vois. Et parce que j'ai eu... donc au début, en fait, des premières années, j'ai expérimenté le métier, entre guillemets, de direction artistique pour les autres, enfin travailler avec les autres et tout ça. Mais après, en fait, j'ai eu besoin de revenir À toi? à moi, ouais. Et c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer en fait. Et j'ai voulu expliquer un peu mon processus artistique et psychologique à travers ce que je sais faire. Donc avec des shootings photos, avec des shootings vidéo, en mettant de la musique dedans, de la danse dedans, et en créant des pièces à chaque fois dans chaque projet. Et en gros, j'ai fait 23 shoots en l'espace de 1 an. Donc il y a des vidéos, des clips et des shoots photos. Pour expliquer le processus. Donc, mon processus psychologique, c'est-à-dire que j'ai commencé par le sombre, au moment où j'étais mal, l'introspection, l'expérimentation et puis la guérison. Donc, en fait, ça s'est passé comme ça et c'est juste un besoin, en fait. C'était un besoin d'exprimer. Mais tu parles du coup que là que tu as fait 23 shoots en 1 an. Ouais. Et quand je regarde, c'est hyper complet. Enfin, t'as pas juste fait les shoots, t'as aussi fait les vidéos, les créations du coup de pièces, t'as aussi fait la bande originale, il me semble, ou t'as travaillé sur la bande originale. Les chansons aussi, ouais. Mais du coup, t'as quand même dû travailler vraiment énormément là-dessus. T'as dû passer des heures et des heures là-dessus.
Et justement, tu avais déjà expériencé un burn-out. Est-ce que tu sentais que là, comme tu faisais quelque chose qui te plaisait profondément, en fait, tu n'as pas eu peur de ce burn-out? J'ai pas eu peur du burn-out, mais j'étais à deux doigts de retomber dedans. Ah, quand même. Parce qu'il y avait beaucoup de taf. Je savais pas j'allais bosser autant sur ces shoots-là. Et en plus, je m'étais mise des deadlines par rapport à l'histoire, parce que c'est une histoire racontée. Et j'avais aussi planifié toute la publication. Donc, en fait, j'ai aussi fait un peu community management, tu vois. J'ai vraiment, par semaine, je me rappelle que j'ai publié deux posts par semaine. Chaque fois un réel, chaque fois avec un post, avec un texte. Et je devais planifier ça en un an. Et je me mettais des deadlines. En fait, j'avais déjà planifié certains shoots, la publication de certains shoots, avant même de les avoir shootés, déjà. Oui, c'est ça. Et en fait, comme j'avais dans ma tête, j'avais tout planifié, il fallait que je fasse tout dans les temps. À la fin, j'en pouvais plus, parce que je dis, mais en fait, j'en peux plus, là, j'ai besoin de pause. Mais je suis quand même arrivée à bout, au bout du projet, on va dire. Mais j'étais à ça de retomber dans le burn-out. En fait, c'est pas parce que tu fais ce que tu aimes, finalement, que tu peux ne pas retomber dedans. C'est ça. C'est juste qu'il faut prendre le temps de se reposer, le temps de s'écouter, et c'est ce que j'ai pas fait, en fait. Mais tu as quand même réussi à t'en sortir malgré ça. Ouais. Franchement, moi, je voulais revenir un peu sur le terme, justement, de direction artistique. Ouais. Parce que c'est un terme que j'entends partout en ce moment. Ouais. Tout le monde est un peu je suis DA. Et j'arrive pas trop à situer. Ou alors j'aime la DA, j'aime ta DA. Ouais, c'est vrai. C'est ça, j'adore ta DA. Et c'est quoi ma DA, en fait? C'est quoi ma DA? On parle de quoi, là? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être DA? Moi, j'ai pas la définition, on va dire, universelle ou que celle qui conviendra à tout le monde. C'est Mais ma je crois qu'elle définition. n'existe pas, en fait, la définition universelle. C'est pour ça que tout le monde l'emploie à tort et à travers. Ouais, comment tu le définirais pour toi, Ouais. du coup? Ouais. Ma définition, c'est... Je vais essayer de trouver les bons mots. En fait, je l'ai en tête, mais il faut que je le formule correctement. C'est que on a un résultat qu'on veut obtenir. C'est de pouvoir obtenir un résultat. En tout cas, moi, c'est dans le visuel. Donc, en fait, je travaille dans le visuel. C'est mener à bien un projet, le gérer du début. Donc, le pré-shoot, on va dire, le pendant et le post-shoot, jusqu'à ce que le résultat soit comme on le veut au départ, en fait. C'est ça. Je ne sais pas si c'est bien exprimé, mais en tout cas, il gère le DA, il gère tout ce qu'il y a à gérer pour que le projet soit arrivé au niveau même créatif, logistique et gestion d'équipe, gestion de communication, tout ça, pour que le résultat soit comme on l'a souhaité au départ. Je pense que c'est ça. En tout cas, d'avoir une vision globale sur tout le projet. C'est la vision globale, c'est on va dire diriger toute l'équipe, enfin, contacter les personnes qui vont être dans l'équipe, les partenaires, avoir l'échange avec l'artiste avec qui il collabore, vraiment mener à bien le projet du début, le pré, le pendant et le post jusqu'à ce que ça soit jusqu'à ce qu'il soit comme on l'a souhaité au départ. Donc c'est toi qui as la vision en fait du projet. J'ai la vision si par exemple la personne qui vient me trouver n'a pas déjà une vision qu'il veut obtenir, tu vois. Ah ok. Je peux avoir, en fait, dans ma manière de travailler, par exemple, c'est soit tu as déjà une idée, et ça, tu as déjà un mood board, tu as déjà toutes tes recherches, et moi, je fais en sorte qu'on le mette en place en y apportant ma vision. Parce que si tu viens chez moi, ça veut dire que tu veux aussi avoir un peu ma vision dedans. Soit tu n'as aucune idée, tu as juste le thème, mais tu n'as pas de recherche on va dire d'inspiration. Et moi, je fais tout le côté créatif aussi, tu vois. Le pré, c'est ça pour moi, c'est tout le côté créatif et recherche. Et après, c'est même la mise en place, la logistique, tout ça, tu vois, pour arriver à atteindre l'objectif. Ok, c'est bien complet en tout cas comme, comme taf. Hein. Mais c'est pour ça qu'on se demandait comment tu arrivais à mettre la création et la direction artistique. Mais au final, comme la direction artistique en elle-même, c'est super complet, tu dois d'office faire de la création au sein de la direction artistique. Pas forcément. C'est vrai? Non, parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui croient que dans la DA, il y a aussi le stylisme. Mais ce sont deux métiers différents. Oui, c'est sûr que c'est très différent, mais ça t'arrive pas souvent, du coup, quand tu dois faire une direction artistique, de aussi créer des pièces, etc. Si, oui, bien sûr. Ça peut arriver. Hein, moi, je peux le faire, parce que je suis aussi créatrice. Oui, c'est ça. Mais ça veut pas dire que c'est pas parce que tu es DA que tu es aussi styliste ou créateur, tu vois. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Ouais, mais c'est pour ça que nous, justement, ce qu'on se demandait, c'était comment tu fais dans les deux, comme tu as un peu de casquette, comment tu fais pour lier les deux. Et du coup, c'est pour ça que c'est très personnel à toi de faire ça. Dans mes propres projets, j'ai eu plus facile parce que
je savais ce que je voulais créer, que ce soit en termes de vêtements et tout ça. Mais quand c'est pour d'autres personnes, je précise bien que je ne fais pas forcément les créations et que si ils veulent que je fasse une création, c'est un service à part et qu'il faut plus de temps, donc 2 fois plus de temps. Si tu me dis que dans 2 semaines, tu as un shoot et que tu veux que je fasse la DA et la création, c'est impossible, tu vois. C'est ça. Il faut que tu viennes vraiment à l'avance pour solliciter mes services, on va dire. Ok. J'ai même pas présenté, mais ça, du coup, c'est une des créations que toi, tu as faites. C'est de l'upcycling. Donc, en fait, tu avais repris tes anciennes, les vêtements que tu portais plus et puis tu les as mis ensemble. Ouais, le but, c'était prendre que des pièces Adidas. Utiliser des pièces de manches et tout ça. Là, t'as le pantalon, c'est le côté, tu vois, on voit les pressions et tout ça. Ah, ok. T'as la manche ici, t'as l'arrière et tout ça. Enfin, voilà, c'était plus... Et ça, c'était une création que tu as fait pour toi? Pour moi, oui. D'accord. C'est vraiment différent. Est-ce que tu es aussi libre quand tu crées pour les autres que quand tu crées pour toi? Ça dépend de la personne qui demande. Si la personne elle me laisse carte, libre, je peux aller loin aussi, tu vois. Je peux faire, je peux m'amuser aussi. Maintenant, je suis pas trop couture. La couture, je couds que pour moi, on va dire. C'est pour ça que je me suis dirigée vers le macramé, la création de macramé. C'est quoi le macramé, pardon? C'est technique de tressage. En fait, c'est des fils que tu tresses à la main. Ok. Et j'ai décidé de faire que ça, en termes de création, avec des accessoires, bien sûr, de tête ou des cagoules, des trucs comme ça et tout ça. Mais, Attends, la tenue de Godson que tu avais fait pour son concert, c'était ça? Ouais. Ok. Est-ce que c'est... Parce que je me souviens que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était du coup au défilé. Tu avais fait essayer à un des mannequins cette tenue-là. Et je t'avais dit, ah tiens, c'est la tenue que tu avais fait pour le concert de Godson. Tu m'as dit, ouais, tout le monde la reconnaît celle-là. Ouais. Est-ce que c'est ta plus connue? C'est celle qui a fait le plus parler? C'est pas la plus connue, mais vu que la technique, je crois que tout le monde l'associe à moi déjà de toute façon. Ouais. Dès que les gens voient des créations avec des fils en macramé, ils disent, ah, on dirait sa création. J'avais vu ça. Je pense que c'est une artiste, je crois pour un shoot, pour un clip qu'elle a fait. J'ai vu les cagoules et j'étais là, ah, ça c'est de Z. J'étais sûre. Et puis je regardais, je fais, c'était toi. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment une signature, quoi. C'était ton but quand tu as commencé à faire du macramé ou Non. Juste comme ça? Ouais, non. J'ai commencé par des sacs. Je faisais juste des sacs. Après, je me suis dit, pourquoi pas faire un top? Et puis, pourquoi pas faire une cagoule? Pourquoi pas faire, tu vois? Au fur et à mesure, ça s'est transformé en des pièces de vêtements. Ouais. Trop génial. Et justement, en parlant de la création de vêtements, il y a un peu ce truc où... Enfin, toi, tu as dit que c'était pas pour être à la mode que tu le faisais déjà à la base. Et donc, on peut peut-être se poser la question maintenant, qu'est-ce qui est important? Comment est-ce qu'on devrait réfléchir la mode? Est-ce que c'est d'être à la mode ou d'avoir son propre soi-même? Le macramé, c'est à la mode? Je sais même pas si ça existe des vêtements macramés. Ça existe, voilà. Il doit y avoir des robes et tout ça, mais je sais pas. Mais je sais même pas si c'est à la mode. Dans des défilés ou quoi, ça existe? Ça se fait? Je n'ai jamais vu. Je sais pas, moi je vois pas trop. Enfin, genre. Ça dépend. Ça existait, je pense. Ça a déjà existé, sûrement d'office. Full macramé, je sais pas, mais je sais que j'ai déjà vu des tenues, des silhouettes où, par exemple, la femme, elle avait une tenue en tissu normal et que par-dessus, ils avaient mis vite fait une pièce en macramé, tu vois. Ok. Même, je crois pas que ce soit vraiment du macramé, mais il y a certains moments, surtout l'été, où les magasins ils sont envahis de macramé plus ou moins. Enfin, c'est pas artisanal, c'est complètement industriel, hein, mais c'est un peu ce style-là aussi. Donc je pense qu'on peut dire que ça vient à la mode de temps en temps. Mais comme de toute façon la mode c'est cyclique, on en revoit souvent, quoi. C'est des robes de plage ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça aussi le truc avec la mode, c'est que on a l'impression que, comme c'est cyclique, tu es d'accord avec ça? De dire que voilà, c'est des choses qui reviennent et tout ça. C'est un peu compliqué de se dire voilà, ça c'est pas à la mode, parce que finalement, peut-être que dépendamment de la période, en tout cas si on parle de rush qui sont d'avant, dépendamment de la période, c'est des choses qui peuvent être à la mode ou ne plus l'être. Est-ce que c'est des choses qui doivent quand même évoluer? Par exemple, moi je pense... j'ai un bête exemple, mais là en ce moment, il y a une mode avec les jeans baggy.
ok. Avant, c'était pas du tout. C'était plutôt des skinny. Aujourd'hui, les skinny, genre les gens Ouais, les les skinny fuient comme la reviennent à la peste. mode en 2025. Ah ouais? Mhm. Ah, il y a des pré-shots comme ça en mode. Apparemment. Mais ça ça, va. ça a recommencé déjà depuis 2023, même j'en voyais déjà de temps en temps. Ah ouais? Ouais, ouais. Non, mais là, c'est Sur les genre, femmes, en tout cas. annoncé que ça revient à la mode Ah ouais en 2025. Ouais. C'est qui annonce ça? Comment est-ce que c'est défini ça? Les- Genre les grandes maisons de mode qui disent Je tiens crois qu'il ça. y a des personnes qui. Je sais pas comment on appelle ça, mais tu as des personnes qui sont. Des analystes de la mode. Comment on appelle? J'avais le mot. Hein. Je sais pas si vous avez le mot. Des personnes qui connaissent les tendances qui vont arriver, qui étudient les tendances qui vont arriver. Genre. Je sais pas. Non. Ça existe, je crois que j'ai des personnes Sûrement. qui suivent tellement tout qu'elles savent dire que dans. Ah, oui. Je Mais je sais dire. pas non plus. Les coureurs de tendance, je crois, je sais pas, tu vois, genre ceux qui savent Ouais, ce ouais. qui va venir. Mais oui, en plus, c'est ça, il y a tellement de trucs maintenant, on arrive super vite. Je suis sûre que maintenant, il y a même moyen avec des intelligences artificielles d'analyser tout ce qui est posté comme contenu et ils sont capables genre, de prédire un peu ce qui va arriver. Même Ouais, c'est possible. informatiquement, ça ne m'étonnerait pas à l'heure actuelle. C'est possible. Mais moi, j'ai jamais été une personne qui suivait ce qui se passait dans le monde de la mode ou dans les tendances ou Mhm. J'ai jamais suivi en fait. Oui, c'est ça justement. Est-ce que malgré tout, ça t'arrive de voir des pièces que tu as créées il y a longtemps et de dire ah mais ça c'est vraiment ah non j'aime plus du tout. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen que ouais. Mais en fait, j'ai pas créé trop de pièces, donc je sais pas te dire. Mais et en plus ça, ce qui est difficile avec moi, c'est que je crée pas forcément des pièces genre streetwear ou qu'on peut porter tous les jours. Tu vois, c'est des Mhm. pièces un peu plus spécifiques, on va dire. Mhm. Et je sais pas si on peut mettre ça dans le comment on dit ça, dans ce que tout le monde peut, dans le prêt-à-porter, tu vois. Oui, mais c'est pas pour ça que tu pourrais pas les voir et te dire ah ça je l'aime plus, je peux plus me la voir. Cette Si, robe là, si. tu l'aimes encore? Ouais, ça, J'espère bien de la ça, c'est faire. vrai. Mais Je sais pas, ça doit être. non, je t'aime plus là en fait. Non, si, mais ça c'est différent. La raison elle est différente. C'est à force de voir une création, Ouais. je me dis non, j'ai plus envie de C'est la voir ça. en fait. Et tu as vocation à créer des pièces intemporelles? Non, pas forcément. Est-ce que c'est possible ça déjà de créer des pièces Bah, un t-shirt blanc, c'est intemporel? je pense. Ouais, mais c'est déjà créé quoi du coup les t-shirts blancs. Oui, non, c'est vrai que oui, mais peut-être quelqu'un va, tu vois, peut-être elle pourrait inventer le nouveau t-shirt blanc. Non, peut-être pas. Genre manche. C'est une belle ambition, Ouais, en je tout sais cas. pas. Franchement, ouais. Parce que- Non, pas forcément. Parce que moi, mon goal quand je crée, c'est que ça soit unique. Oui, enfin oui, c'est vrai que c'est très basique un t-shirt blanc. Je pense pas que ce Ouais. soit ton but de créer quelque chose aussi basique. Ouais, non, moi, mon but, enfin, je cherche pas à ce que ça soit intemporel, je cherche à ce que ça soit différent et unique. Ok. Et t'arrives encore, enfin oui, je suppose que maintenant t'arrives encore à le faire, mais t'as une angoisse parfois de tourner en rond? Non. Non. J'ai confiance en ma créativité. Oui, c'est ça. Et tu fais comment parfois ça t'arrive un peu de bloquer? Ouais, je crois que tout le monde bloque hein, dans la créativité. Moi, c'est juste que je suis j'ai une créativité très visuelle. Avant de créer quelque chose, je l'imagine dans ma tête et je sais déjà ce que ça va donner dans ma tête. Mhm. Et j'ai perdu le fil. J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, en fait, c'est quoi ta question? Est-ce que parfois tu as des blocages? Est-ce que des fois tu bloques dans ton inspiration? Ouais. En fait, si j'ai des blocages, je vais pas créer simplement. Je vais attendre. T'attends? Ouais. Ouais. Parce que si j'ai pas vraiment de deadline ou on va dire, si quelqu'un ne m'a pas commandé quelque chose ou tu vois, si c'est pas pour quelqu'un, Mhm. c'est pas grave si j'ai pas de créativité, tu Oui, vois. c'est sûr. En général, je crée quand j'ai des idées de toute façon, donc c'est un peu difficile de dire que, tu vois, que j'ai des blocages ou pas pour le Ouais. moment. Ça revient souvent avec des artistes ou des créateurs, enfin des gens qui sont Ouais, je pense créatifs que ça c'est dans- un peu dans tous les de secteurs. pas forcer. Genre. ouais. Non. Enfin, quand ça vient pas et c'est pas Mhm. grave. Quoi. Quand ça ne vient pas, il faut faire autre chose, il faut s'occuper autrement, Mhm. aller, je sais pas, voyager dans la nature, rencontrer des personnes, aller visiter des musées ou en fait d'autres types d'art, écouter de la musique. Moi, la musique, ça m'inspire beaucoup aussi, par exemple, Mhm. tu vois. C'est comme ça que tu peux revenir un peu dans ah ouais, là, j'ai envie de faire ça, tu vois, et ça peut revenir à ce moment-là, je pense. Ok. Donc tu as des inspirations principalement qui sont extérieures au milieu de la mode, comme la musique ou quoi. Ouais, Et tu as aussi des inspirations je sais pas, de designers ou Non. de DA Non, non. pas du tout. Genre dans tout ce que tu fais, ça t'arrive pas d'aller, je sais pas, sur Pinterest et d'aller regarder un peu les pièces qui se font en ce moment? Non. Je dis ça parce qu'en vrai de vrai,
j'ai l'impression que dans la plupart des secteurs, moi, je fais du web, et dans ça, on doit tout le temps aller regarder ce qui se fait ailleurs. Ouais. Mais moi, je trouve que ça, c'est un blocage. Ah ouais? En fait, plus tu regardes ce qui se fait ailleurs, plus j'ai l'impression que ça te limite dans ta créativité. Tu vois? Parce que si vraiment tu n'as pas d'idée, hein, bien sûr que tu peux t'inspirer par d'autres personnes et tout ça, mais moi, j'ai l'impression que si tu regardes trop ce qui se fait ailleurs, tu perds de ton identité artistique. Ok. Tu vois? Il faut que tu puises en toi. C'est en toi que tu dois puiser, pas chez les autres, je trouve. Je sais pas si c'est prétentieux de dire ça, mais moi, quand on me demande est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent ou des gens des choses qui t'inspirent, je dis non, moi, c'est mon inspiration, c'est ma tête, c'est ce qu'il y a dans ma tête, en fait, c'est ma créativité. Mais ça vient de quelque part, ce qu'il y a dans ta tête. Ouais, c'est peut-être justement tous les stimuli qui est autour de nous, tu vois. Je sais pas, comme je dis, ça peut être une couleur, ça peut être une forme, ça peut être la nature, ça peut être un son, une musique, tu vois. Mais rarement un autre vêtement. Non. Ok. En vrai, ça fait sens. Hein. Enfin, moi, je sais que souvent, je vais sur Pinterest, mais c'est parce que justement, je vais m'inspirer et généralement, je vais m'inspirer fort. Alors que si tu veux créer des pièces complètement originales, ben, évidemment. Après, tu peux t'inspirer et prendre l'inspiration de base et la modifier pour qu'elle soit. Oui, ça c'est sûr. Bah oui, moi, c'est qu'elle plus de ce genre de choses Ouais. dont je parlais. Forcément, tu copies pas exactement, juste tu changes la couleur. Mais en mode, tu vois, tu vas prendre quelque chose, l'adapter à ta sauce. Mais déjà, toi, ça te bloque déjà dans ta créativité de faire ce genre de démarche. Ça, c'est intéressant. Mais Pinterest, ça m'aide dans tout ce qui est, dans la direction artistique, par exemple. Ouais. Ça peut m'aider. Mais sinon, pour la création en elle-même. Et c'est facile, du coup, d'être directeur artistique? Comme on en entend partout en ce moment, tout le monde est. Tu vois, parce que en fait, quand tu me donnes la définition que tu nous as donnée tout à l'heure, je me dis, mais en fait, c'est un taf de malade. Comment ça se fait que toutes les 2 minutes aujourd'hui, on entend quelqu'un qui nous dit, ouais, je suis DA? Ouais, je suis DA, moi. Je suis DA, sortez d'où? J'aimerais que tu ailles leur demander. J'aimerais bien, franchement. Dites-le nous dans les commentaires. Il n'y a pas des DA ici par hasard qui. Non? Parce que j'aimerais bien aussi avoir la réponse. Ouais, moi aussi, franchement. J'aimerais bien savoir en quoi. Tu vois, ils sont DA. Il y a des gens, ils ont écrit une petite note dans leur téléphone, idée de clip, puis ils sont DA. Ouais. Mais c'est vrai que ça te prend vraiment beaucoup de temps. Ouais. Il faut être solide dans sa tête. Oui. Parce que tu penses à tous les détails. Ouais, de fou. Ah ouais, non, il faut être super organisé en plus. Ouais. Moi, je pourrais grave pas, personnellement. Comment t'as demandé? Quoi? Ouais, il faut être autoritaire aussi dans la DA. Mais oui, c'est ça. Il faut être face à des gens et pouvoir leur gérer une équipe, un peu boss around. Genre, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Parce qu'imagine, toi, tu veux faire un projet, tu as une image en tête et tu as une équipe qui doit exécuter cette image-là. Donc, tu as un photographe, make-up artiste, je sais pas, si tu t'engages un styliste, tout ça. Tu dois vraiment être assez autoritaire, mais pas trop chiante. Genre, tu dois être aussi aimable pour pouvoir faire en sorte que toutes ces personnes-là arrivent à mettre ton idée finale que tu sais que tu veux avoir dans ta tête, qu'ils puissent la mettre en image, en fait, qu'ils puissent faire en sorte que ça soit fait. Et puis ça, c'est hyper compliqué. Tu dois avoir les idées hyper claires. Voilà, et que tu dois pouvoir de ce que tu veux. Voilà, et en fait, le plus dur, c'est de ton idée en tête, l'idée que tu as en tête, il faut que tu puisses l'exprimer au mieux aux personnes pour qu'elles puissent la réaliser. Et les personnes, en plus, elles doivent tout savoir. Parce que tu me dis, par exemple, le photographe. Lui aussi, il a peut-être sa patte, son idée, ce qu'il a envie de mettre en avant. Comment tu fais pour faire en sorte que tu dois lui dire de pas suivre sa vision, mais la tienne? Ou alors tu dois essayer d'arriver à coordonner vos deux visions? Ça s'appelle pour moi une collaboration. Si tu collabores avec le photographe, ça veut dire que tu prends sa créativité pour mixer avec la tienne. Maintenant, si tu veux juste qu'il exécute ton idée, c'est différent, tu vois. C'est ton taf, ton projet, tu le payes, il fait juste ce que tu as en tête, tu vois. Et il a pas ça. En gros, il fait juste ce que toi tu veux. Ok. Tu vois. Ouais. Donc, si jamais toi, tu vas prendre un. Ça dépend de la démarche, en fait. D'accord. Tu vas prendre un photographe parce que tu as besoin d'un photographe pour un shoot. Tu vas pas lui laisser la liberté de créer ses images comme il veut parce que c'est toi qui l'as engagé, entre guillemets. Et si jamais demain, vous êtes amené à faire un truc ensemble, à ce moment-là, il aura la liberté de... C'est ça que Ouais. Ok. Mais par exemple, dans certains de mes projets, j'ai déjà créé tout le mood board et je savais exactement l'image que je voulais à la fin. J'ai déjà demandé à des photographes, est-ce que tu es chaud de faire cette photo-là?
quand ils sont chauds, vas-y, let's go. Ils sont même pas, en fait, ça les frustre même pas de pas ramener leur ok. créativité parce qu'ils sont chauds de faire ce projet-là, tu vois. Mais parfois, il y a sûrement aussi des choses où eux, ils ont une technique de photographie que tu n'as pas. Ouais. Ça ou d'autres personnes. Mais ça, Donc, ils vont t'aider à arriver à ta vision en étant créatif eux-mêmes. Donc, ouais, ça peut aider aussi, tu vois. Chacun a sa manière d'éditer aussi, tu vois, sa manière de travailler, sa manière de retoucher les photos. Ouais. Et ça, c'est libre à la c'est personne. sûr. Et tu as des collaborations un peu dont tu rêves? Dans quel domaine? Mode ou DA? N'importe. Mais c'est trop cliché. Je crois que je veux pas le dire, mais c'est trop cliché. Tu veux pas le dire? Bah si, mais moi, mon rêve, c'est de bosser avec des gens comme Kendrick Lamar. Ouais. C'est plutôt des artistes alors avec qui tu voudrais bosser. Ouais. Ok. Oui, bon, bah fatalement, c'est Et vrai. si tu avais l'occasion de travailler avec Kendrick Lamar, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Bah, déjà, je ferais une tenue. Ok. Et j'aimerais bosser en fait avec son équipe, parce que j'imagine qu'elle a une équipe de malades, avec son équipe créative en termes de tout ce qui est visuel, même scénographie et tout ça, tu vois, tout ce qui est scène, comment il met en place. Tout ça là, ce serait mon rêve. Et du coup, d'avoir les moyens qui vont avec, quoi. Genre vraiment presque illimité, tu fais ce que tu veux. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça doit Et être... même apprendre en fait, Mhm. tu vois, amener ma vision, pouvoir apporter ma vision, mais aussi apprendre de leur manière de bosser en fait, parce que moi ça m'impressionne à chaque fois ce qui sort, tu vois, Mhm. comme même visuel, les références qui sortent à chaque fois dans les visuels, même dans les shows qui présentent en live et tout ça. Et du coup, aussi, donc ça, ce serait pour la DA. Et du coup, tu ferais une tenue à Kendrick Lamar. Est-ce qu'il y a aussi un autre artiste dont tu veux absolument pouvoir faire une tenue pour cette personne, au-delà de Kendrick Lamar? Oui, il y en a plusieurs, hein. Ah, Il y en a plusieurs, mais je vais pas sortir des noms là maintenant. ok. T'es ça va. timide? Garde pour moi. Non, ok. Non, mais c'est vrai, comme ça, il y a plus de chances que ça arrive. Ouais. Ok. Tu nous teases simplement. Non, j'étais sûre. Ah ouais, ok, même pas. C'est pas grave. Moi, il y avait un autre truc dont je voulais parler. Parce qu'en plus d'entendre qu'il y a des DA un peu partout, aujourd'hui, il y a beaucoup Tu de le dis gentiment, hein. Bah oui. Mais quoi, s'ils veulent des DA, ils sont DA. Très bien. En tout cas, les gens du public, ils ont l'air d'être d'accord avec le fait qu'il y a trop de DA. Vous êtes d'accord avec le fait qu'il y a trop de DA? Non, au-delà de ça, en plus de ça, il y a aussi énormément de gens qui lancent des marques. Tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est assez. Enfin, en tout cas, c'est plus accessible qu'avant de lancer une marque de vêtements, de jogging ou de tout ce que tu veux sur TikTok. En tout cas, moi, je vois que ça en ce moment. Qu'est-ce que toi, c'est quoi ton avis, hein, ton opinion sur ce genre de choses? Moi, je suis d'avis que les gens fassent vraiment parce qu'ils kiffent ce qu'ils font. Tu vois, pas pour les réseaux, pas pour TikTok, pas que pour l'argent. S'il y a une passion derrière, s'il y a vraiment une recherche, une histoire derrière, pour moi, c'est ce qui est important, tu vois. C'est vraiment faire les choses parce qu'on a envie de faire pour les bonnes raisons. Maintenant, les gens, c'est pour avoir la fame, pour avoir de l'argent. En fait, déjà, si tu fais quelque chose dans l'art pour l'argent, tu vas pas durer longtemps, tu vois. Parce que tu vas être frustré à un moment donné. Dans l'art, tu gagnes pas de l'argent comme ça, en fait. Il faut d'abord vraiment travailler, prouver que tu es quelqu'un qui mérite d'être dans ce domaine. Et après, tu commences peut-être à gagner de l'argent et encore, c'est pas fixe, tu vois. Et donc, pour moi, tant que tu fais pour les bonnes raisons, que tu veuilles créer une marque ou que tu veuilles même créer une marque pour un t-shirt basique blanc, si ça marche, tant mieux. Parfois, tu as une histoire derrière qui fait que les gens ils vont acheter, tu vois. Tu as une DA, qui tient la route, tu vois, que tu as une identité visuelle, artistique. Pour moi, le plus important, c'est aussi ça, c'est avoir une identité artistique. Parce que les gens, moi, on m'a dit une chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a un peu aidé aussi, c'est avant d'acheter ton produit ou tes services, les gens, ils vont venir vers toi pour ce que tu es toi, en fait. Parce que beaucoup de personnes vont créer une marque, beaucoup de personnes peuvent faire de la DA, beaucoup de personnes peuvent faire des créations. Mais pourquoi ils vont venir vers toi? C'est parce que toi, tu es toi, et la manière dont tu es toi, il n'y en a pas deux, en fait. T'es unique. Oui, surtout avec ce que toi, tu fais, justement, de la création aussi unique, allez, ça vient pas, tu l'inventes pas, ça vient de toi, comme tu le dis. Ouais. Donc, mais la chose aussi qui est importante, c'est quand ça vient de toi, c'est de savoir qui tu es en fait. Quand tu veux avoir une identité visuelle, une identité artistique, pardon, développer ça, il faut que tu assumes la personne que tu es à 100% et que tu n'aies pas peur d'exprimer qui tu es, tu vois.
Oui, c'est ça. À partir du moment où tu sais qui tu es et tu l'exprimes, de toute façon, tu es unique dans tous les cas. Mhm. Donc en fait, la seule chose que tu dois faire, c'est revenir à toi et exprimer qui tu es, toi, au fond de toi. Et Ouais. c'est comme ça que tu peux vraiment développer ton identité artistique. Est-ce que du coup, bon, je veux dire, ça va peut-être sonner d'une certaine manière, mais c'est pas comme ça que je le pense. Ça pourrait Tu te paraître. justifies déjà, tu as posé ta question. Non, mais est-ce que du coup, pour certaines personnes, cette façon-là de voir l'art peut pas paraître un peu égocentrique ou narcissique? On a, je sais pas. Hein. T'es égocentrique, c'est ça qu'elle veut dire. Non, pas du tout. C'est une critique qui pourrait être faite, mais qui n'est pas faite par moi. Moi, je trouve ça super intéressant et je trouve ça génial de faire de l'introspection via l'art. C'est incroyable, mais Moi, je trouve pas. Je trouve pas. ok, Pas c'est parce que- suffisant. Parce qu'en fait, comment expliquer ça? Pour être authentique et unique, Mhm. on est tous uniques. Que Ouais, tu fasses c'est de sûr. l'art ou pas, en fait, dans tous les cas. Tu vois? Que tu fasses, je sais pas, de l'art ou pas, tu es quand même unique. Mais pour pouvoir être dans l'art et que des gens te retrouvent toi, Mhm. il faut que tu viennes à toi d'abord, tu vois. Il faut que Oui, c'est sûr. tu saches qui tu es. Il faut que tu saches Mhm. d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu veux exprimer, où tu veux aller. Et assumer vraiment cette personnalité, parce que c'est pas facile d'assumer, que ce soit même avec les mauvais côtés, tu vois. On n'a pas que des qualités, il y a aussi des défauts, tu vois. Oui, Le oui, côté c'est sûr. sombre, le côté lumineux, tout ça, il faut que tu t'assumes qui tu es et que tu l'exprimes. Et pour moi, c'est pas être égocentrique ou narcissique. Oui, je suis d'accord. Tu Je vois. voulais C'est juste être un peu, artiste, en fait. Quand tu es artiste et que tu veux évoluer dans ça, tu es un peu obligé, en fait. mhm. Tu peux pas enfin, tu peux pas copier tout Ouais. le monde. De toute façon, tu peux pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Voilà. quoi. Ah, c'était bien dit. Pour revenir un peu à l'histoire des, tu vois, des gens qui lancent leur marque, est-ce que à terme, moi je trouve que c'est une bonne chose. Personne m'a demandé mon avis, mais je vais quand même le donner. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça peut faire une bonne alternative à la fast fashion qui en ce moment est un peu le plus accessible, j'ai envie de dire, pour la plupart des gens. Parce que voilà, tout le monde n'a pas la patience d'aller faire les fripes pour trouver des bonnes sapes ou alors de créer ses propres trucs. Donc j'ai l'impression que ce genre de choses, ça peut être aussi une bonne alternative à la fast fashion. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, de fou. Ouais, même le fait de consommer des marques locales, tu vois, tout ça, pour moi, c'est plus intéressant, tu vois. Mhm. On devrait plus se diriger vers ça. Ouais. Maintenant, Après, si on tout le a- monde fait des hoodies et des t-shirts, c'est pas intéressant aussi. Tu vois. C'est vrai que- parce qu'au final, ces gens-là, eh ben, ils vont dans les mêmes usines qui produisent la fast fashion, donc ça change rien, quoi. Les gens dont Pas tu tout le parles- monde. Non, pas tous, mais Ouais. il y a aussi beaucoup de marques qui font ça. Ils se lancent, ils floquent un t-shirt et puis ils disent allez. Et puis en fait, c'est la même chose que de la Ouais. fast fashion. Mais c'est vrai que ça dépend. C'est plus intéressant s'ils sont eux-mêmes éthiques, tu vois, dans Ouais. l'éthique ou dans Ouais, c'est sûr. l'écologie. Là, ça fait une vraie alternative. C'est quoi les autres conseils que tu pourrais donner aux gens pour essayer de justement éviter ce genre de fast fashion? Moi, j'achète beaucoup en seconde main. Je pense que c'est ça, hein, le plus important, c'est la seconde main, tout ce qui est vintage, tout ce qui est même les friperies et tout ça. Pour éviter la fast fashion aussi, ben, déjà, il faut sortir de la mentalité de tout ce qui est consommation, quoi, tu vois. Ouais. Maintenant, on est beaucoup dans cette culture de consommation, donc en fait, peut-être sortir de ça et de se dire, est-ce que vraiment ce vêtement-là, j'en ai besoin? Est-ce que j'ai vraiment à chaque fois besoin d'acheter 4 t-shirts noirs? Est-ce que j'ai besoin de, tu vois, et essayer de se détacher de cette volonté d'acheter tout le temps, tu vois. Pour moi, ça peut aider aussi. Et sinon, c'est tout, je pense. Ça. Mais parce que justement, tu parles de Vinted. Moi, j'ai l'impression que aussi allez, cette place que prend la seconde main actuellement, eh ben, c'est devenu aussi une façon de surconsommer. Et en même temps, on se dit, oui, mais ça va, c'est une petite excuse, ça va, c'est de la seconde main. Mais si tu achètes constamment de la seconde main, ça crée aussi un marché que les gens vont continuer à irriguer avec des nouveaux vêtements à chaque fois. J'ai l'impression que parfois, en achetant des nouveaux vêtements, tu te dis, bah, c'est pas grave, j'ai acheté des trucs sur Vinted. Mais en fait, si tu achètes 5 trucs sur Vinted de ces grandes marques de fast fashion, bah, je trouve que ça n'a plus tellement de sens de dire j'achète en seconde main pour te rassurer. Mais pour moi, c'est pas pareil si tu achètes. Après, moi, j'ai Oui. une mentalité différente par rapport à ça. Par exemple, il y a des marques pour lesquelles je donne plus mon argent, par souci de boycott, par exemple. Mais pour moi, si je les achète en seconde main,
mais vraiment parce que je veux la pièce, cette pièce-là, bah, j'irai acheter en seconde main plutôt que l'acheter en neuf, Oui, tu vois. comme ça, c'est pas eux qui ont ton argent. Voilà. C'est ça. Pour moi, l'argent ne va pas directement chez eux et ça recycle un vêtement qui a déjà été acheté au préalable. Donc en fait, je joue sur deux, on va dire, il y a le recyclage, le fait que ça soit plus écologique et le fait que ça n'aille pas vers la marque directement. Donc c'est d'office une réponse à ce besoin de faire de la mode durable. Mais est-ce que toi, ça te permet d'avoir plus de possibilités quand tu crées? Quand je fais de l'upcycling, plus de possibilités, je sais pas, mais ça peut rendre les créations plus uniques. Peut-être c'est un challenge même de dire cette pièce-là, j'ai envie d'en faire quelque chose, maintenant il faut que je réfléchisse à ce que je vais en faire. C'est ça. Ok. Ça me challenge au niveau créativité déjà, tu vois. Et du coup, comme on parle de ça, on peut peut-être reparler de cette magnifique pièce. Est-ce que tu voudrais bien partager un peu le processus en résumé de ce qui a amené cette robe à la vie? Comment je l'ai créée, tu veux dire? Ouais. En fait, j'avais 3 hauts, donc j'avais un t-shirt et 2 pulls Adidas. Et j'avais un bas, un pantalon survêt Adidas. Et j'ai utilisé pour ajouter, j'ai pris aussi en plus un tissu noir et une robe en mèche noire. En gros, je savais déjà ce que je voulais comme résultat final. Et je voulais mettre en avant ce haut-là parce que j'aimais bien les manches, mais je ne le portais jamais en fait, ce haut-là, tu vois. Et je me dis, bon, là-bas, ce sera ça. Et en fait, j'ai juste posé sur le mannequin. J'ai commencé à découper et c'est au fur et à mesure que j'ai créé en fait. J'avais pas déjà les pièces découpées à l'avance et que je savais comment j'allais les agencer, tu vois. Je savais juste que je voulais ça déjà au-dessus et que je voulais les stripes comme ça sur les côtés. Ouais. Le reste, j'allais vraiment construire au fur et à mesure. Donc en fait, j'ai découpé, là ça vient dans des pulls, j'ai découpé le morceau, puis je l'ai épinglé, puis à chaque fois en fait que je voulais des éléments, je les ai ajoutés, et puis les trous, j'ai complété avec le tissu noir. Et après des petits détails comme le bas qui est en tulle comme ça. C'est génial ce détail-là. Ça vient d'une robe, tu vois. Et à l'arrière, j'ai créé une poche, tu vois. J'ai recoupé le logo Adidas, je l'ai collé, tu vois. En gros, c'était ça. Et je voulais ajouter un col, donc j'ai pris les manches d'un autre pull, je sais plus. Et j'ai fait un col avec tout l'Adidas, quoi. Et donc ça, c'était petit à petit, quoi. Tu n'avais pas directement la vision de cette robe-là quand tu l'as faite. Je savais le shape que je voulais à la fin. Tu vois. Je voulais que ce soit large, vraiment oversize, avec un col et tout ça. Mais après, les morceaux, je les ai fait vraiment au fur et à mesure. En tout cas, c'est trop chouette. Ouais, franchement, c'est trop cool. Ok, est-ce que vous avez pensé à des questions que vous voulez poser depuis? Oui. Moi, j'ai une question concernant ta façon de voir les choses. Donc, tu veux dire, est-ce que je serais prête à mettre mon... Ta vision de côté pour pouvoir travailler avec un artiste, quitte à faire uniquement ce qu'il te demande de faire? Ouais. Ou est-ce que ça t'empêcherait d'aller jusque-là parce que tu as vraiment envie de faire ce que tu as envie de faire toi et pas... En fait, je pourrais faire les deux. Il y aura un côté où ça peut être considéré comme un job comme un autre, tu vois. Où je prends ce que l'artiste ou la personne me demande et j'exécute, je peux faire ça. Maintenant, j'aurais pas vraiment le même kiff que si je le faisais en ramenant un peu mon univers dedans. Mais je pourrais très bien mettre de côté mon univers pour pouvoir exécuter ce qu'on me demande aussi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Tout à fait. Merci. Ça t'est déjà arrivé, ça, de travailler avec quelqu'un et de devoir mettre ta vision artistique de côté? Non, pas encore. Non? Parce que ça doit être en fait, difficile à j'ai faire. déjà pas mis de côté totalement, mais déjà un peu, quoi. Enfin, je sais pas si non. En fait, c'est pas français ce que j'ai dit. Mais en gros, j'ai jamais dû mettre totalement de côté mon univers pour pouvoir faire de la direction artistique, en gros. Ok, ça t'est déjà arrivé un petit partiellement, peu, voilà. mais pas complètement. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Du coup, après ton burn-out aujourd'hui, comment tu fais pour trouver un équilibre entre travailler assez pour évoluer et en même temps savoir te reposer au bon moment pour prendre soin de toi?
Je t'avoue que maintenant, encore, je suis encore en train d'essayer d'apprendre à gérer mon temps. Parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes bien, t'as pas l'impression que tu dois te freiner ou que tu dois limiter ton temps. Mais parfois, en fait, par exemple, là, je tombe malade souvent. Ça veut dire que mon corps, il dit, bah, repose-toi. J'essaie d'écouter de plus en plus mon corps. Quand il me dit de ralentir, maintenant, c'est difficile à gérer parce que tu as toujours envie de faire des projets, tu as toujours envie de continuer à faire de l'art. Donc, je ne sais pas comment vraiment répondre à ta question, mais dans tous les cas, ton corps, il te le dit à un moment donné. Ton corps, il te dit, là, ralentis parce que c'est trop déjà. Tu réfléchis beaucoup. En plus, moi, je réfléchis tout le temps, donc il y a toujours plein de projets dans la tête, toujours les détails de « Ah ouais, ce shoot-là, il faut que ça soit comme ça, nanana. » Donc, il faut vraiment que tu te reposes et ouais, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est un peu flou. Ok. Il y a encore des questions? Non. Mais du coup, si tu peux, pour conclure, donner un conseil aux gens qui voudraient se lancer dans la direction artistique ou la création. Pour la direction artistique, en fait, dans tout, je pense, il y a le côté théorique, donc tout ce qu'on peut apprendre dans des études, dans des écoles ou dans des, je sais pas moi, dans des trucs écrits, on va dire. Mais pour moi, le meilleur apprentissage, pour moi, c'est d'être sur le terrain, d'apprendre avec les projets, dans les projets, et avec des personnes qui sont déjà dedans. Par exemple, si vous voulez vraiment apprendre le métier de direction artistique, pourquoi pas accompagner des personnes qui sont déjà dedans, des directeurs artistiques qui sont déjà dans des projets, faire des stages avec ces personnes-là. Pour moi, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté, que j'ai appris, que j'ai développé. Et c'est au fur et à mesure où on pratique qu'on sait où on doit rectifier les choses, en fait. À quel moment où on a des faiblesses, où on a des qualités, comment on peut développer notre talent dans ça. Et ça vaut pour tout, je pense, hein, que ce soit la direction artistique ou la création. C'est ce que je dirais. Et aussi, moi, c'est mon goal, et ça a toujours été mon goal, c'est d'être soi-même au max, en fait. Et pour moi, il faut être, quand on est dans l'art, si on n'est pas soi-même, ça va sonner comme tout le monde, en fait. Et si tu veux être unique, pour moi, il faut que tu fasses vraiment ce que tu as dans la tête et dans ton cœur, parce que ton instinct, c'est ce qui te guide le mieux. Et ta créativité, elle vient de là, en fait. Et voilà. Je pense que l'authenticité de ta personne viendra de toi-même. Et toujours écouter cette authenticité-là et cet instinct au fond de nous qui nous parle et qui nous dit la vérité. J'aime bien, ça me plaît. C'est tellement bien dit. Et bah franchement, Zéra, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. C'était vraiment super sympa. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci. Merci Maïlis aussi. Mais de rien. Ça a fait Toujours vraiment un plaisir.